Bonsoir. Merci également beaucoup pour cette invitation aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler plus spécifiquement de vascularité en cas. Je ne vais pas du tout parler de traitement de gouttes pasture, mais des vascularités en cas et vraiment sur la partie thérapeutique. Alors, je travaille à l'hôpital Pompidou, mais la plupart des études que je vais vous montrer aujourd'hui proviennent de réseaux collaboratifs extrêmement importants, auxquels je vais faire allusion pas mal, le réseau français, le groupe français d'études des vascularites, mais surtout le réseau européen, le VAS, qui, malgré une rareté de cette pathologie-là, a réussi à monter un certain nombre d'études dont vous allez voir les principaux messages. Je vais passer très vite sur cette diapo puisque Alexandre en a parlé tout à l'heure. Vous savez que les vascularites, qui sont donc des maladies caractérisées par une inflammation des parois vasculaires, sont classées selon la taille du vaisseau qui est atteint et ça va du Horton Takayasu au petit vaisseau. Et les vascularites en cas font partie justement de ces vascularites des petits vaisseaux qu'on appelle posi-immunes puisqu'il n'y a pas de dépôt humain retrouvé sur le site de la vascularite. Aujourd'hui, donc, on connaît trois types de vascularité en cas qui ont été détaillés par Alexandre il y a quelques minutes. La micropolyangéite, polyangéite microscopique, l'ex-Wegener qu'on appelle donc aujourd'hui la GPA, granulomatose avec polyangéite, et puis le Schurg-Jastrauss, l'ex-Schurg-Jastrauss qu'on doit appeler maintenant granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Cette dernière pathologie, je ne vais pas beaucoup en parler aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup d'atteintes rénales, mais en fait les traitements sont à peu près similaires. Ces trois maladies, en tout cas surtout pour les deux premières, ont en commun la présence de ces fameux anticorps qu'on appelle les ANCA. Et puis pour répondre à la question qui a été posée il y a quelques minutes maintenant, on connaît, au moins dans le modèle expérimental, un rôle pathogène direct pour les ANCA. Dans un modèle publié maintenant il y a plus de 10 ans, l'équipe de Chapel Hill avait montré qu'en immunisant une souris qui était, on va dire, qui était knock-out pour la MPO, et qu'on l'immunisait avec la MPO, on arrivait à produire des anticorps anti-MPO, qui sont une des deux cibles antigéniques des ANCA, ou alors des splénocytes, et on pouvait transmettre la maladie en transférant tout simplement soit les anticorps, soit les lymphocytes B, et reproduisant un modèle expérimental à la fois de vascularite rénale, mais aussi d'hémorragie intra-alvéolaire. Pour les anticorps anti-PR3, il y a un modèle également beaucoup plus discuté, plus difficile à mettre en évidence. Pour parler des traitements de vascularité en cas, il faut bien voir qu'il y a deux phases dans le traitement de la vascularité en cas. La première phase dont on va parler aujourd'hui est le traitement d'attaque. C'est le traitement initial qui va mettre la maladie en rémission. Et puis il y a un deuxième traitement qu'on appelle le traitement d'entretien qui permet d'éviter la rechute de la vascularite. On ne va pas du tout en parler aujourd'hui. La rémission est définie dans cette maladie par un score qu'on appelle BIVAS, qui est le score d'activité de la maladie. Et le but de ce traitement, c'est de rendre ce score à 0. Alors, il y a des recommandations, et pour une maladie rare, je trouve que les recommandations sont assez étonnamment fortes en termes de recommandations de traitement. Pour des pathologies comme vascularité en cas avec une atteinte sévère d'organes, vous voyez que les recommandations de 2009 nous donnaient des recommandations de traitement de grade A ou d'un niveau d'évidence 1A ou 1B. Ces recommandations nous disent qu'en cas de maladie sévère, il faut donner de l'endoxan, IV oral, et des stéroïdes, et en cas de maladie sévère avec une insuffisance rénale, il faut mettre des échanges plasmatiques. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre de questions qui demeurent malgré tout et auxquelles on va essayer de répondre pour prendre un peu les choses un peu nouvelles dans le domaine. La première chose, c'est est-ce qu'il faut utiliser l'endoxan Péros ou IV? Vous allez me dire c'est peut-être une question de spécialiste. Pas tellement, parce que vous allez voir qu'aux États-Unis, encore les études les plus récentes utilisent l'endoxan Péros, ce qui a pratiquement été abandonné en Europe. Et donc le VAS a fait une étude il y a quelques années comparant ces deux modalités d'administration du cyclophosphamide. Vous savez que l'endoxan a une toxicité à la fois gonadique, hématologique et carcinologique qui dépend de la dose cumulée. Et donc le fait de passer par voie IV, on avait des doses cumulées bien moins importantes, ce qui a probablement un avantage au long cours. L'étude en question a montré que les deux modalités d'administration étaient similaires en termes de mise en rémission de la maladie et avec une mortalité à court terme qui était à peu près identique. À long terme, certes, la voie Péros permet d'avoir un peu moins de rechute, mais à quel prix? On sait que probablement la toxicité à long terme est extrêmement importante quand on a des doses cumulées importantes. La deuxième question qui est plus importante pour vous, réanimateurs, c'est est-ce qu'il faut vraiment faire des échanges plasmatiques à ces patients-là qui arrivent en réanimation? Ce n'est pas fréquent, des études randomisées qui
regarde réellement à quoi servent les échanges plasmatiques dans une pathologie, il y en a un dans la vascularité en cas, celui dont vous a parlé tout à l'heure Alexandre, l'étude MEPEX réalisée au niveau européen. Cette étude a inclus des patients sévères avec une créatinine initiale à plus de 500 micromoles et ces patients recevaient en plus d'un traitement par endoxant Péros, vous voyez, et corticoïdes, soit des échanges plasmatiques, soit éventuellement 3 bolus de solumédrol dans l'autre bras, histoire de dire qu'on faisait quelque chose quand même. Et quand on regarde les résultats à court terme qui ont été montrés, vous voyez qu'on a une vraie supériorité de l'échange plasmatique à court terme sur le pronostic rénal et sans surmortalité lorsqu'il s'est fait dans des centres de référence. Alors, il est vrai que dans cette étude-là, l'étude publiée au long cours en fait en 2013 est beaucoup plus décevante avec finalement des courbes qui se rejoignent à long terme. Il n'empêche que il faut dire un certain nombre de choses. Dans cette étude-là, on a une mortalité extrêmement importante. Quand vous regardez les chiffres ici, on a plus de 50% de mortalité au bout de 4 ans, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on voit habituellement. Et c'est une étude qui a été faite il y a longtemps. Et on avait utilisé des doses d'endoxant extrêmement importantes à ce moment-là, ce qu'on n'aurait probablement pas fait aujourd'hui. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que les échanges plasmatiques n'ont pas été utilisés trop tard dans cette étude-là, chez des patients qui avaient déjà des lésions rénales trop abondantes. Donc aujourd'hui, il y a une énorme étude qui vient de clore les inclusions, qui s'appelle PEXIVAS, une étude internationale avec 700 patients inclus. Donc on aura les résultats d'ici à peu près 1 an et demi. Dans lequel on a mis des patients qui avaient soit une atteinte rénale moins sévère que celle-ci, que dans MEPEX, soit une hémorragie intra-alvéolaire. Parce qu'il faut bien voir que l'utilisation des échanges plasmatiques dans l'hémorragie intra-alvéolaire ne repose sur absolument aucune étude publiée, randomisée ou prospective, mais PEXIVAS nous donnera la réponse d'ici quelques mois. L'autre nouveauté thérapeutique dans le domaine, c'est le rituximab. Vous avez bien vu que on pense que l'anticorps LANCA est délétère. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait les plasmaphéreses, comme ça a été suggéré tout à l'heure. Mais l'autre question, c'est de se dire peut-être, au lieu de donner de l'endoxant, qui est un médicament quand même qui balaye tous les globules blancs, peut-être cibler sur les lymphocytes B, ceux qui produisent les ANCA. Et donc l'idée d'utiliser le rituximab, c'est-à-dire un anticorps anti-CD20, a été regardée à la fois par le VAS, mais à la fois aussi par l'industrie, puisque Roche, c'est un des rares essais qu'elle a lancé dans le domaine en dehors de l'hématologie, pour montrer que le rituximab peut être utilisé dans cette indication-là. Les CREV a inclus 200 patients et qui ont été traités soit par endoxant, Péros, soit rituximab, avec un petit peu de corticoïdes en tout cas au départ, une atteinte rénale assez fréquente, mais pas très sévère, et montrant que le rituximab était équivalent à cyclophosphamide, en tout cas dans le critère primaire, qui était la mise en rémission à M6. Quand on regarde les critères secondaires de cette étude-là, on voit même qu'il y a peut-être une petite supériorité du rituximab dans un sous-groupe de patients, ceux qui avaient déjà fait des rechutes antérieures et qui ils étaient déjà à leur 2e ou 3e rechute. Donc aujourd'hui, avec cette étude-là, l'AMM a été demandée, c'est la seule AMM du rituximab en dehors du lymphome aujourd'hui, et Roche essaie de le promouvoir bien sûr comme traitement de première intention. Il n'empêche qu'il faut garder en tête que ce médicament n'a pas été prouvé comme étant aussi efficace que l'endoxant dans des formes sévères, c'est-à-dire avec une créatinine à plus de 350, ou les patients qui avaient une hémorragie intra-alvéolaire grave, puisque tous ceux qui étaient ventilés étaient exclus de ce protocole-là. La deuxième chose aussi qu'il faut garder, c'est qu'en tout cas dans cette étude-là, le risque infectieux à court terme, alors même qu'il y avait des bonnes doses d'endoxant Péros, était équivalent entre rituximab et cyclophosphamide. Donc il ne faut pas se dire que le rituximab est nécessairement plus safe pour ces patients-là que le traitement standard. La dernière question, c'est comment réduire les effets secondaires de l'immunosuppression. Alors pourquoi je vous présente ça? Parce qu'il faut bien voir que nos patients aujourd'hui, on arrive à les mettre en rémission dans pratiquement tous les cas. 90% des patients, on arrive à les mettre en rémission avec le traitement qu'on propose. Mais il y en a quand même beaucoup qui meurent, comme vous avez vu tout à l'heure. Et de quoi meurent-ils? Quand on prend cette grosse série européenne avec plus de 500 patients qui ont été inclus dans des protocoles européens, et qu'on regarde les causes de mortalité, notamment dans la première année, vous voyez que 47% des décès sont liés à l'infection. Donc vous voyez bien que beaucoup plus qu'en tout cas à la vascularite. Aujourd'hui, nos patients, quand ils meurent dans cette maladie-là, ils meurent des effets secondaires des traitements. Et
qui sont les patients qui font le plus d'effets secondaires? C'est notamment les patients les plus âgés et les patients qui ont une insuffisance rénale sévère au départ ou au décours de la poussée initiale. L'étude Cortage est une étude européenne française qui a été menée par Christian Pagnou il n'y a pas longtemps, dans laquelle on a pris les patients les plus âgés et on s'est dit pourquoi ne pas essayer d'alléger un peu le traitement et au lieu de faire de l'endoxan à forte dose, faire de l'endoxan à dose moyenne et diminuer plus rapidement les corticoïdes. Une centaine de patients ont été inclus, vous voyez en âge moyen de 75 ans, et les résultats sont plutôt assez rassurants, dans le sens où on a une efficacité identique dans les deux bras, mais avec une morbidité moindre dans le bras dans lequel on a allégé le traitement. Moins de décès, moins d'effets indésirables graves. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des centres de référence, pour les patients les plus âgés, on va utiliser des traitements immunosuppresseurs un peu moins importants, en espérant avoir moins d'effets secondaires sur les patients. L'autre grande caractéristique de cette pathologie, c'est qu'elle a généré beaucoup de corticothérapie, et de corticothérapie de pendant longtemps, à des fortes doses, avec beaucoup d'effets secondaires. Donc, une des autres hypothèses pour l'avenir, c'est d'essayer de faire des protocoles sans corticoïdes ou avec peu de corticoïdes. Cette étude n'a pas encore été publiée, mais a été présentée à différents congrès et cible effectivement cette fois-ci le complément. On en a parlé tout à l'heure rapidement, mais le complément a peut-être aussi un rôle dans la vascularité en cas. Alors peut-être par le rôle de la toxicité directe des cellules endothéliales, mais peut-être surtout aussi par le C5A qui est libéré, une anaphylatoxine, qui va être essentielle pour recruter les polynucléaires neutrophiles sur le site de l'inflammation. Cette étude a utilisé un traitement qui n'est pas encore commercialisé, qui est un antagoniste oral du C5 récepteur, le C5A récepteur. Et les patients ont été randomisés dans 3 bras, c'est une étude de phase 2, mais qui était quand même en double aveugle, pour recevoir soit le traitement standard, ici, soit le traitement standard plus le CCX, qu'on appelle maintenant l'avacopan, avec ou sans corticoïdes. Et quand on regarde les courbes qui ont été en tout cas montrées dans les congrès, on a l'impression que ce produit-là permet d'avoir une rémission plus rapide, alors même que dans les barres rouges, là, on n'a pas de corticoïdes, et une diminution plus rapide de la protéinurie, ce qui laisse présager peut-être une récupération plus complète de la fonction rénale à long terme. C'est encore un peu précoce, il y a une phase 3 qui va commencer bientôt, mais peut-être que ça sera une avancée dans les années qui viennent. Donc si je finis avec les points à retenir en tout cas de cette présentation, ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, le cyclophosphamide intraveineux, en tout cas en Europe, reste, à mon sens, le traitement de référence et il doit être associé aux corticoïdes pour l'instant à forte dose, en tout cas au départ. Vous voyez que c'est des perfusions à 600 mg m², J1, J15, J30. Et aujourd'hui, on sait, et il y a des ABAC aujourd'hui qui nous disent qu'il faut réduire la dose si le sujet est âgé et s'il y a une insuffisance rénale sévère au diagnostic. Le Solu-Médrol, personne ne sait quelle est la dose de Solu-Médrol qu'il faut utiliser. Il y a des centres qui font 500, 1000 ou moins. Et puis après, on prend le relais par une corticothérapie orale. Quid du rituximab? Aujourd'hui, on sait que c'est une alternative à l'endoxan, mais selon les recommandations qui ont été éditées récemment par le groupe français d'études de vascularite, c'est une deuxième ligne. C'est une deuxième ligne chez les patients qui sont déjà en rechute ou qui ont déjà des doses cumulées importantes d'endoxan qui nous incitent à ne pas multiplier les injections. On l'utilise également souvent chez le patient jeune chez qui on ne veut pas avoir de gonadotoxicité ou lorsqu'il y a un antécédent carcinologique pour éviter le réveil de la maladie oncologique. Pour finir, la plasmaphérèse. Pour l'instant, en attendant les résultats de l'étude de Pexivas, aujourd'hui, on les utilise pour les patients qui ont une créatinine initiale à plus de 500 micromoles par litre, et éventuellement en cas d'hémorragie intra-alvéolaire, même si le niveau d'évidence est un peu moins clair, et avec un volume échangé, vous voyez, de 60 ml/kg, en faisant 7 échanges en 15 jours. Contrairement à la maladie de Goodpaster dans laquelle on monitore les taux d'anticorps pour les voir disparaître et arrêter les échanges plasmatiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de pratique similaire dans la vascularité en cas, donc on fait cet échange sans même regarder les titres et on espère que ça va être utile. Voilà, je vous remercie.